Salut! Après une première vidéo programmatique qui esquissait certaines des pistes que nous allons explorer sur cette chaîne, voici venu le temps de faire une introduction en bonne et due forme. On va poser certaines bases afin d'éviter les malentendus les plus courants. Voilà le plan de la vidéo. 1. C'est quoi la drogue? Parce qu'il faut bien définir un minimum de quoi on parle. 2. Il y a différents types de drogue? Parce qu'il serait bête de mettre toutes les substances dans le même panier. 3. La drogue, ça rend accro? Parce que c'est le cliché autour des drogues. 4. C'est dangereux la drogue? Parce que quand on veut lutter contre la toxicophobie, il est méga important de clarifier la question du risque. Comme on l'évoquait dans cette première vidéo, la drogue fait l'objet de nombreux malentendus et préjugés, de croyances complètement fausses. C'est un des sujets qui génère le plus de désinformation. Et on le disait, ça se traduit par une première difficulté, définir les termes. De quoi parle-t-on quand on utilise le mot drogue? Quelles substances nous viennent à l'esprit en premier lieu? Le cannabis, la cocaïne, l'alcool? Oui, ok, facile. Mais si mon médecin me prescrit du Valium pour un trouble anxieux, est-ce une drogue? Si on répond non, alors qu'en est-il de la même substance achetée sur le deep web, sans prescription, dans l'intention d'en avoir un usage récréatif? Est-ce que cela suffit à en faire une drogue? Si l'on est tenté de répondre oui, alors il faut reconnaître que la drogue désigne plus qu'une substance qu'une molécule. C'est bien une pratique qui est en jeu. Et c'est là une précision qu'il va falloir garder à l'esprit, car cela change beaucoup de choses. De la même manière que boire du vin peut renvoyer à différents contextes. Boire un verre de vin en faisant la cuisine, ce n'est pas la même chose que boire avec des amis en terrasse l'été, ce qui n'est pas la même chose que boire du vin lors d'un repas de fête, ce qui n'est pas la même chose que boire du vin à la messe. Chaque cadre participe à définir l'usage. Chaque contexte change ses implications, ses conséquences sociales, son imaginaire. C'est pareil avec les drogues. La substance en question ne suffit pas à définir la pratique. Je crois qu'il y a une tendance problématique à vouloir essentialiser les substances, à croire que tout se réduit à ça, que c'est le produit qui détermine tout. Autre problème, il semble que le sens commun a également tendance à réduire toutes les substances à un ensemble très limité de caractéristiques. On s'en rend compte quand le terme est employé de manière un peu décalée, comme avec des substances qu'on ne considère pas dangereuses. Le café, c'est ma drogue. Ou alors pour des activités qui ne sont pas des substances. Le sport, c'est ma drogue. Mais derrière ces formules d'apparence légère, quasi toujours énoncées sur le ton de la blague, se cache un préjugé très insistant, un cliché qui a la dent dure. Il s'agit d'inciter sur l'addiction, comme si c'était ce qui faisait l'essence de la drogue, comme si toute expérience de drogue était réductible au fait d'être addict à une substance. C'est oublier que de nombreuses substances qui entrent dans la catégorie drogue, comme le LSD, la psilocybine ou la salvia divinorum, n'entraînent pas d'addiction. Le LSD est en effet moins addictif que le café, mais pour autant, il serait contre-intuitif d'affirmer que le café est davantage une drogue que le LSD. Ce genre d'imprécision révèle simplement la confusion qui règne autour de ce terme. Le problème, c'est qu'une confusion autour d'un terme devient vite un préjugé sur les gens concernés. En témoigne un traitement médiatique toujours sensationnaliste et terriblement déshumanisant. Il semblerait que l'expression « la drogue du zombie » revienne de manière quasi cyclique pour désigner des substances différentes, parce que ça fait toujours son petit effet. Et on se permet donc de désigner des êtres humains de zombies, un terme qui renvoie à la fois à des entités mort-vivantes, donc non humaines, mais également, dans le paysage audiovisuel, à un danger pour la société, à des ennemis, des monstres qu'on abat sans y réfléchir à deux fois. Comment ne pas voir là le révélateur de l'image que la société se fait des drogués? Bref, aujourd'hui en France, j'ai l'impression que le terme drogue renvoie spontanément à 3 idées principales. 1. La jouissance distractive, c'est-à-dire qu'on se drogue dans une quête hédoniste de plaisir, qui est une forme d'évasion, de fuite de la réalité. 2. La toxicité, parce qu'on pense que la drogue est par définition mauvaise pour la santé, notamment parce qu'on ne questionne pas les normes de santé imposées, comme on le disait dans la première vidéo. Et enfin 3. L'addiction, parce qu'on s'imagine que consommer de la drogue, c'est forcément être pris au piège, être l'esclave d'une substance, etc. Alors pour passer outre les idées reçues, on pourrait être tenté d'introduire d'autres termes, d'autres notions, plus rigoureuses, plus objectives, plus scientifiques. Par exemple, on pourrait choisir le terme de substance psychoactive. A priori, c'est quand même beaucoup plus précis. On peut définir une substance psychoactive comme une substance qui produit un effet sur le psychisme, comme par une augmentation de la vigilance et de la concentration. C'est le cas de la caféine par exemple. Les effets peuvent être plus spectaculaires et toucher un grand nombre de paramètres de l'expérience consciente, la perception, les émotions, le sens du soi. C'est le cas de la plupart des substances psychédéliques.
la mescaline, le LSD, la DMT, etc. Mais j'attire votre attention sur un écueil potentiel. J'ai choisi l'expression « produit des effets sur le psychisme à dessein ». D'autres formulations circulent et je crois qu'il faut faire particulièrement attention à toute définition qui implique l'idée de modification ou d'altération. Considérer qu'une substance psychoactive provoque une altération du fonctionnement psychique soulève au moins 2 problèmes à mon avis. Le premier problème renvoie à 2 connotations liées à l'idée d'altération. La première, la plus évidente, c'est celle de dégradation. Souvent, altérer veut dire changer en mal. Et c'est d'autant plus évident ici qu'il est question d'altérer le fonctionnement psychique. Altérer un fonctionnement, ça donne un peu l'impression qu'on va vers un dysfonctionnement. Et le fonctionnement psychique, je suis prêt à parier que spontanément, c'est un truc qu'on imagine hyper précieux et hyper fragile. Genre, c'est forcément hyper dangereux de toucher au fonctionnement psychique. La seconde connotation laisse entendre que l'état qui précède l'altération est l'état normal. Altérer, ce serait transformer ce qui était normal. Or, on le sait, parler d'état normal, penser en termes de normes, ce n'est pas sans poser d'énormes soucis. Il est peut-être impossible de parler de fonctionnement normal sans laisser entendre que c'est le bon fonctionnement, que tout fonctionnement anormal est forcément problématique. Bon, on pourrait faire preuve d'un minimum de charité herméneutique et dire qu'ici, altération du fonctionnement psychique veut simplement dire transformer le fonctionnement habituel de l'esprit, sous-entendu, générant un autre type de fonctionnement, et donc sans laisser entendre qu'un de ces fonctionnements vaut mieux que l'autre. Mais, et c'est le second problème de ce terme, si on regarde bien, ça semble englober un nombre beaucoup trop important de trucs. Le café, on disait, bien sûr, mais aussi le sucre, et puis au-delà des substances, n'importe quelle pratique sportive ou artistique est psychoactive. Entre le moment où on attend le bus et celui où on joue de la musique ou on joue au basket, il y a une transformation du fonctionnement psychique. Donc, ce qui me fait peur, c'est que substances psychoactives donnent la fausse impression, anxiogène qui plus est, que seules ces substances modifient le fonctionnement psychique. Ça risque de perpétuer l'idée selon laquelle il y a un état constant, normal, sain, et que seules les drogues sont capables de le modifier. Je pense qu'il est très important de se pencher sur les mots utilisés. On ne peut pas lutter contre la désinformation et la toxicophobie sans produire un travail de déconstruction des termes et des représentations mentales. Et je pense que cette idée qu'il y a un état normal, une lucidité, et que la drogue viendrait altérer cet état, est un pilier de la toxicophobie. La toxicophobie, comme toutes les discriminations, est étroitement liée à un imaginaire, donc à un ensemble de représentations mentales. Vouloir lutter contre la toxicophobie via une chaîne YouTube, ça consiste, je crois, à vouloir transformer les imaginaires associés à la drogue. Et ça suppose donc de prendre le temps de questionner les mots qu'on utilise. Dans la première vidéo, j'avais proposé une définition. Substance, addictive ou non, nuisible pour certains organes ou non, consommée pour l'altération de l'expérience consciente qu'elle permet. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise définition, mais aujourd'hui je me rends compte que j'avais utilisé altération et ça m'embête un peu. J'ai donc envie de proposer autre chose, de peut-être un peu plus radical encore. Ma logique est la suivante. Jusqu'à quel point peut-on dédiaboliser la drogue sans travestir la réalité ? Quelle est la définition qui, sans être malhonnête, sans contrevenir à l'exigence de rigueur et de prudence, est la moins sombre, la moins porteuse de connotations péjoratives, la moins sujette à un imaginaire sensationnaliste, la moins discriminante pour les drogués ? Déconstruire ces imaginaires est un exercice d'acrobate un peu. D'un côté, la drogue est une pratique qui, comme l'alpinisme, implique un certain danger. De l'autre, les représentations sociales autour de la drogue en font un portrait d'une noirceur caricaturale. Comment combattre cette caricature sans pour autant nier les risques ? Je crois que la solution se trouve dans le concept de clé chimique. Cela commence par comprendre que le cerveau est capable d'une multitude d'états différents. Et en un sens, ça revient à dire que l'esprit est constitué d'un très grand nombre de pièces. D'ordinaire, on visite un nombre limité de pièces. Ce sont les états habituels. Parfois, on fait quelque chose d'exceptionnel, où il nous arrive un truc inédit, et ça nous conduit dans une nouvelle pièce. La première fois qu'on tombe amoureux, ou la première fois qu'on vit une rupture amoureuse, ce sont des nouveaux états affectifs. C'est comme si on entrait dans une pièce qu'on ne connaissait pas avant. Pour accéder à un état, pour entrer dans une pièce, il faut pouvoir ouvrir la porte. Il faut donc une clé. Une clé chimique en un sens, puisqu'il s'agit d'atteindre un certain fonctionnement cérébral. À chaque pièce de l'esprit correspond un certain état cérébral. Chaque clé qui ouvre une porte de la conscience a son équivalent chimique dans le cerveau. Et en fait, toutes les activités sont des clés chimiques. Jouer à un jeu vidéo est une manière d'accéder à un certain état mental. Faire du sport est aussi une clé chimique, ça ouvre une certaine pièce du cerveau. Faire l'amour, manger, dormir, travailler, conduire, méditer, lire, prier, écouter de la musique, faire du saut à l'élastique. Dès que l'on fait quelque chose, on ouvre une porte et on entre dans une pièce de l'esprit. Cette pièce définit l'expérience consciente. Chaque activité a ses avantages et ses inconvénients. Elle peut nous apporter quelque chose comme des sensations ou des sentiments plaisants, de la joie, de l'excitation, de la concentration.
et elle peut donc aussi avoir un coût, comme de la fatigue, comme un mal de crâne, comme une usure excessive de certaines parties du corps, etc. Une fois qu'on a ça en tête, on peut se permettre une définition plus élégante à mes yeux, minimaliste et précise à la fois. Drogue, clé chimique sous forme de substance à consommer. Cette métaphore de clé ne vient pas de nulle part. Elle est conforme à ce que nous disent la neuropharmacologie et la psychopharmacologie. Pour qu'une drogue fasse effet, il faut qu'elle puisse se connecter au cerveau, il faut qu'elle puisse se brancher dessus. Ça veut dire qu'il faut une espèce de compatibilité chimique, exactement comme une clé n'a de raison d'être que parce qu'il existe une serrure prête à l'accueillir. Qu'une clé ouvre une porte suppose que la responsabilité de l'ouverture est également partagée. S'il est possible d'entrer dans cette pièce, s'il est possible d'ouvrir telle ou telle porte, c'est autant le fait de la clé que celui de la serrure. Les drogues n'imposent rien d'étranger à l'esprit. Ce n'est pas une massue qui abattrait des cloisons et créerait de toutes nouvelles pièces. Ce n'est pas non plus un bulldozer qui raserait une construction pour en ériger une toute autre à la place. Les drogues ne font rien d'autre que révéler une capacité cérébrale latente. Prendre une drogue, ce n'est pas expérimenter un corps étranger, c'est expérimenter son propre cerveau via un corps étranger. Je crois sincèrement qu'il est absolument fondamental de s'attarder sur ce changement de perspective. Ça change tout. La substance n'active que des potentialités déjà existantes dans le cerveau. Et il est probable que certains états ne soient atteignables que grâce à certaines clés. Et en même temps, je pense que l'idée d'aller explorer des pièces de l'esprit, jusque-là inconnues, devrait sonner comme un appel à la prudence. Ce n'est pas rien de découvrir de nouveaux états mentaux. C'est normal de faire attention. Pour aller plus loin, disons qu'on peut distinguer les drogues en fonction du type de pièces qu'elles ouvrent, du type d'états mentaux auxquels elles ont tendance à donner accès. De fait, par exemple dans la réduction des risques, ou RDR pour les intimes, on classe régulièrement les substances selon la façon dont elles interagissent avec notre système nerveux. Elles peuvent le stimuler, le déprimer ou bien le perturber. Respectivement, on appelle les substances en question les stimulants, les dépresseurs et les hallucinogènes. On fera une vidéo pour chaque catégorie, mais en attendant, présentons-les brièvement. Les stimulants accroissent l'activité du système nerveux et donnent une impression d'énergie, de plus grande concentration. Ils diminuent l'appétit, accélèrent le rythme des pensées et tendent à gonfler l'ego, à donner confiance en soi. Parmi ces substances, on retrouve la cocaïne et les amphétamines par exemple. Les dépresseurs, quant à eux, diminuent les neurotransmissions et limitent ou réduisent la stimulation et l'excitation de certaines zones du cerveau. Les dépresseurs font l'objet d'une très importante consommation partout dans le monde, que ce soit comme prescription médicale ou de manière récréative. Ils ont des effets sédatifs, anxiolytiques, de désinhibition et de relaxation musculaire. Les dépresseurs regroupent aussi bien les benzodiazépines, comme le Xanax, le Valium, le Rofinol, que les barbituriques, les opiacés et opioïdes, comme l'héroïne, la morphine, le tramadol, la codéine, l'oxycodone, des antipsychotiques, des antihistaminiques, le GHB, l'alcool, etc. Au passage, précisons, les opiacés sont les dérivés naturels du pavot, comme l'opium, la morphine, la codéine. Les opioïdes sont des composés semi-synthétiques, comme l'héroïne, ou synthétiques, comme le fentanyl. La catégorie des perturbateurs est plus difficile à définir. Elle regroupe des sous-catégories qui ont chacune leur propre mode de fonctionnement. Il y a les psychédéliques, qui touchent à la perception visuelle, auditive, tactile, gustative, olfactive, et également à la perception temporelle. Ils permettent une plus grande capacité d'introspection, de raisonnement abstrait, et une réduction de l'ego. Il y a le LSD, les champignons, la psilocybine, la mescaline, etc. Les perturbateurs incluent aussi les dissociatifs, ces substances qui donnent accès à des effets comparables à ceux des psychédéliques, comme la kétamine, le PCP, le DXM. Les perturbateurs incluent aussi les délirants, qui se distinguent des substances précédentes en ceci que leurs effets ne s'accompagnent pas de lucidité. Aussi est-il fréquent que l'expérience soit plutôt désagréable. Il y a la datura, ou la diphénhydramine, qui est aussi un dépresseur car c'est un antihistaminique, mais dont l'effet anticholinergique peut provoquer des délires. Il faut préciser que certaines substances sont entre 2 ou 3 catégories. La MDMA est à la fois stimulante et a des propriétés psychédéliques. Autre exemple, la kétamine, qui est un dépresseur, un dissociatif, et que certains s'accordent désormais à classer dans les psychédéliques. Certaines substances peuvent générer de l'accoutumance, une dépendance physique et ou psychologique. Et c'est un des plus gros malentendus sur le sujet. La plupart des gens ont, je crois, une idée préconçue de ce qu'est l'addiction et du rôle que joue la drogue là-dedans. Première chose à préciser, addiction et dépendance ne sont pas la même chose. Schématiquement, la dépendance suppose l'apparition de souffrances plus ou moins intenses lorsque l'on cesse de consommer une substance. On peut illustrer ça avec un exemple simple, nous sommes toutes et tous dépendants à l'eau.
Si nous cessons d'en boire, au bout d'un moment, ça devient compliqué. On peut alors distinguer dépendance physique et dépendance psychologique. Dans un cas, l'arrêt de la consommation génère des troubles et des douleurs corporelles. Dans l'autre cas, ce sont des désagréments psychiques, des émotions et des sentiments parfois très difficiles à vivre. Évidemment, il est trop schématique de les opposer. Si j'ai des douleurs terribles, alors mon moral va en prendre un coup. Et si je suis terrassé par des sentiments très sombres, je ne vais pas me sentir très en forme physiquement. Mais on peut voir cela comme deux dynamiques un peu différentes. On définit l'addiction comme une compulsion à laquelle il est difficile de résister. On a un désir quasi irrépressible de consommer de nouveau, ce qu'on appelle plus précisément un craving. Bon, on comprend que personne n'a d'addiction à l'eau. Mais en revanche, certains produits alimentaires sucrés peuvent donner une idée à n'importe qui du craving. Ce moment où notre cerveau ne semble dire qu'une seule chose avec insistance, encore. Et si l'on prend un exemple davantage lié à notre sujet, il peut être surprenant d'apprendre que la cocaïne n'engendre pas de dépendance physique importante. Lorsqu'on cesse d'en consommer, on ne passe pas par un sevrage difficile. Mais dans le même temps, la cocaïne a un très fort pouvoir addictif. Le craving est très difficile à surmonter. Le craving peut être plus ou moins espacé dans le temps. Cela dépend de plusieurs facteurs, dont la durée des effets. Plus les effets sont courts et intenses, plus le craving risque d'intervenir rapidement après la prise. On associe parfois à tort les phénomènes de dépendance et d'addiction à celui d'accoutumance. Il faut donc préciser cette dernière. L'accoutumance, c'est le fait de développer une plus grande tolérance à une substance. Schématiquement, disons que 100 mg d'une substance X suffisent la première fois à générer une expérience d'intensité 7. Si je consomme régulièrement cette substance, j'habitue mon cerveau. En un sens, il ne se fait pas surprendre, il sait comment traiter ce qui se passe. De sorte qu'au bout d'un moment, pour obtenir une expérience d'intensité 7, je dois prendre 150 ou 200 mg. L'accoutumance est un phénomène qui concerne la quasi-totalité des substances et par conséquent qui n'est pas forcément lié à une dépendance. Pour vous donner une idée, les champignons hallucinogènes ne génèrent ni dépendance ni addiction. Pour autant, ils provoquent une accoutumance très importante. Si vous consommez 2 grammes de champignons secs le lundi et que vous souhaitez vivre une expérience similaire le mardi, il vous faudra prendre 4 grammes au moins. C'est une augmentation de 100% du jour au lendemain. En l'occurrence, une pause d'une semaine devrait permettre de revenir à la position initiale. Au-delà de ces précisions sémantiques, il est extrêmement important de préciser que la question de l'addiction est très complexe. C'est d'ailleurs même une discipline à part entière, l'addictologie. Vous avez sans doute entendu parler d'études faites sur les rats qui ont accès à de la cocaïne et très rapidement ne peuvent s'en passer. Oui, les êtres humains ne sont pas des rats en cage. Les facteurs sociaux, environnementaux, biographiques, le contexte de la consommation, il y a tout un tas de dimensions qui entrent en compte dans l'addiction. Nous consacrerons bien sûr une vidéo à ce sujet. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'il est ultra réducteur et donc trompeur de considérer l'addiction comme une propriété de la substance. Bien sûr, différentes substances supposent différents mécanismes cérébraux et ces différents mécanismes jouent un rôle dans la relation addictive ou non à la substance. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance des autres facteurs. Il est tout à fait possible que certains d'entre eux soient bien plus déterminants que la substance elle-même pour expliquer une pratique addictive. La question du danger est elle aussi extrêmement complexe et là encore, il nous faudra faire une vidéo à part entière. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, c'est toute la question de la santé et de ce qui définit une bonne santé qui demande à être explorée en profondeur. On ne va pas revenir là-dessus en détail. Disons simplement ceci. La santé n'est pas réductible au fonctionnement des organes. La santé, c'est une question existentielle avant d'être une question médicale. Être en bonne santé, c'est quelque chose qui a à voir avec la joie, la sérénité, l'amour, avant d'être une question de cellules, d'artères ou de virus. Mais pour simplifier notre argumentaire, et peut-être pour le rendre un peu plus convaincant aux yeux de celles et ceux qui ne percevraient pas la pertinence de cette perspective, présentons les critères généralement retenus par les instances de santé publique pour catégoriser les dommages provoqués par les drogues. Pour y voir plus clair, on peut opérer une quadripartition. On distingue d'abord les dommages subis par l'usager ou l'usagère des dommages subis par les autres. Et ensuite, on distingue les dommages directs des dommages indirects. Typiquement, Alice fume des cigarettes toute seule, chez elle, et finit par en mourir, sans jamais être allée chez le médecin et sans avoir donc jamais coûté un centime à la sécurité sociale. C'est un dommage direct pour l'usagère. C'est bien l'usage de la substance qui cause directement le dommage et personne d'autre qu'elle n'en pâtit. Sans doute faut-il préciser ici que ces indications sont schématiques. Bien sûr que la mort d'Alice a un impact non négligeable sur la société en général et sur ses proches en particulier. Mais pour cartographier les dommages, il est pertinent de les distinguer de la sorte. Maintenant, si Alice fait quotidiennement du covoiturage, qu'elle fume dans la voiture, fenêtre fermée, et que l'un des passagers développe une maladie respiratoire au bout de quelques années, c'est un dommage direct pour autrui.
Imaginons maintenant que Bob provoque un accident de la route sous l'emprise de l'alcool. Si Bob rate l'entrée du parking et se casse le bras, on comptabilise cette blessure comme un dommage indirect pour l'usager. Si au lieu de rater l'entrée du parking, Bob renverse quelqu'un, c'est cette fois un dommage indirect pour autrui. Dans les deux cas, ce n'est pas l'alcool en tant que substance nocive pour l'individu qui a provoqué les dommages, mais c'est l'alcool en tant que substance qui enivre qui a provoqué l'accident. C'est-à-dire que l'ivresse en tant que telle, si elle est bien encadrée, peut ne pas être dangereuse. Bon, il est tentant de tempérer cette distinction direct-indirect. Au fond, c'est peut-être justement l'ivresse elle-même qui a donné à Bob l'impression qu'il pouvait conduire. Et en ce sens, l'ivresse est en elle-même nocive. Il faut le rappeler, l'usage de drogue ne renvoie pas à la rencontre pure d'une substance pure avec une personne pure. C'est une pratique. Et une pratique implique un contexte, un environnement social, politique et culturel, une certaine accessibilité ou inaccessibilité à des soins. C'est bien le problème avec Bob, ici. Le danger, c'est la pratique de la consommation d'alcool, parce qu'elle suppose un environnement où il est possible de prendre sa voiture dans la foulée. Et peut-être aussi un imaginaire qui suppose qu'un vrai mec doit savoir boire et savoir conduire bourré. La consommation d'une substance n'est jamais indépendante de l'image que la société a de cette substance. Bob ne boit pas sans avoir d'abord été exposé à un nombre incalculable de fois à l'idée de boire de l'alcool. Il a sûrement vu ses parents boire, ses amis, il a vu des gens boire dans des films, des séries, dans des livres, tout ça participe activement de sa pratique de l'alcool. De la même façon, si vous vivez dans un milieu social qui récuse une substance pour des raisons morales ou religieuses, qui la juge décadente ou perverse, il y a de fortes chances pour que votre entourage vous tourne le dos s'il apprend que vous êtes usager ou usagère de la dite substance, ce qui représente un double dommage. D'abord parce que l'isolement social est une souffrance. Perdre ses amis et sa famille parce qu'ils ne comprennent pas notre rapport, notre relation à une substance, c'est douloureux. Ensuite parce que si par hasard on en venait à avoir besoin d'aide pour reprendre le contrôle sur sa consommation, on ne pourrait se tourner vers personne, ce qui maximise évidemment les risques. Comment délimiter l'impact de la substance elle-même ? Là encore, c'est très difficile. On peut commencer par se demander comment peut-on espérer mesurer la dangerosité et les dommages causés par une substance si celle-ci est illégale ? Le fait qu'une substance soit illégale a au moins 3 conséquences directes sur les dommages qu'elle est susceptible de causer. D'abord, parce que l'illégalité affecte la qualité du produit. Aucune instance ne contrôle la qualité du produit et les trafiquants le coupent pour augmenter les bénéfices. Moins bonne est la qualité, plus il y a de chances que le produit soit coupé avec des choses toxiques. Beaucoup d'usagers et d'usagères voient leur santé dégradée davantage à cause des produits de coupe que de la substance attendue. Ensuite, parce que l'illégalité rend dangereuse l'accessibilité du produit. On doit fréquenter régulièrement des personnes qui ne respectent pas la loi. On prend des risques pour obtenir la substance. Enfin, parce que l'illégalité marginalise. Si la substance est illégale, il y a moins de programmes de prévention et de soutien, donc plus de risques de perdre le contrôle de sa consommation. C'est bien parce que la drogue est une pratique que l'on a besoin d'un encadrement législatif qui puisse protéger les usagers et usagères. Il est tellement compliqué de mesurer les dommages qu'on peut aussi poser la question inverse. Comment peut-on espérer mesurer la dangerosité et les dommages causés par une substance légale ? Reprenons l'alcool. Il y a ce que la substance produit comme effet sur le corps, certes, mais la consommation de l'alcool, donc la pratique de l'alcool, c'est-à-dire la quantité bue, les contextes où l'on boit, la fréquence, tout ça dépend d'une culture. Certaines cultures encouragent bien plus que d'autres la consommation d'alcool. D'où notre idée, on ne peut pas tellement juger la dangerosité d'une substance. Il vaudrait mieux tenter d'évaluer la dangerosité d'une pratique ou d'une culture. Si l'on veut être rigoureux, il faut caractériser aussi précisément que possible le danger en analysant le contexte. Il faut se demander quelles sont les conditions et facteurs qui accroissent le danger. Et ensuite, comment peut-on faire pour minimiser les risques ? Pour aller un cran plus loin dans le détail, il faut rappeler que la pratique englobe aussi les voies d'admission, ou ROA, pour Routes of Admission. L'insufflation, le sniff, l'injection, fumer, vaporiser, ingérer, chaque mode implique différentes conséquences. Cela renvoie à ce qu'on appelle la pharmacodynamie, c'est-à-dire l'étude des actions qu'une substance provoque dans l'organisme. En l'occurrence, cela englobe entre autres la durée d'action totale et à l'intérieur de celle-ci, le temps de la montée, le temps du plateau, c'est-à-dire le moment où les effets sont le plus significatifs, et le temps de la descente. La proportion entre ces 3 phases, leur rythme, tout cela produit une expérience singulière. On peut distinguer les modes d'admission en fonction du temps que les effets prennent à atteindre leur plus haute intensité. Typiquement, fumer un joint fait atteindre le pic d'effet environ 5 minutes après la première bouffée. Au contraire, ingérer du cannabis implique un temps d'attente de plusieurs heures avant d'atteindre les sommets des effets. Cette différence va jouer un rôle dans le potentiel addictif de la substance. Plus ça monte vite, plus cela laisse un souvenir marquant au cerveau. Sinon, relativement à la question de l'impact sur les organes, on peut aussi distinguer entre toxicité aiguë et chronique. La toxicité aiguë
renvoie à la toxicité induite dans un court laps de temps par l'administration d'une dose unique. La toxicité chronique, quant à elle, renvoie au développement d'effets néfastes résultant de l'exposition à long terme à la substance. Au risque de vous surprendre, l'alcool est plus toxique pour le corps que l'héroïne. Mais le risque d'overdose est plus élevé avec l'héroïne. Autrement dit, sa toxicité aiguë est plus importante. Je veux dire qu'il ait besoin d'une moins grande dose d'héroïne que d'alcool pour en mourir. Mais sa toxicité chronique est moins importante au sens où l'exposition répétée à l'alcool produit des dommages plus conséquents sur le corps. Il faut donc aussi parler de seuil. Cela rappelle que les conséquences de la consommation d'une substance varient en fonction de certains paliers, de quantités précises. Il y a des substances qui présentent une forme de toxicité, même minime, à partir de la première goutte absorbée, et c'est le cas de l'alcool. De l'autre côté, il y a des substances qui ne sont dangereuses qu'à partir d'une certaine dose ou d'une certaine fréquence de consommation. C'est le cas de la MDMA. Pour résumer, une prise de substance est une expérience qui résulte de la rencontre entre 3 facteurs. On appelle la prise en compte de ces facteurs l'approche trivariée. D'abord le produit, ce qui renvoie évidemment au dosage et à la pureté. Le produit peut être coupé avec des adultérants, c'est-à-dire qui modifient les effets de la substance, ou avec de simples diluants, qui sont sans effet. Ça renvoie aussi à la galénique, c'est-à-dire la forme que prend la substance. Est-ce une pilule, une solution injectable, un produit à fumer, une poudre à priser? Souvent, on associe une substance à une galénique. Par exemple la cocaïne, qui est systématiquement associée au sniff d'une ligne de poudre blanche, alors qu'elle peut être fumée, injectée, prise oralement, etc. Ça recoupe aussi la provenance du produit, et si la substance est synthétique ou naturelle. Et on rappelle que naturel ne veut pas dire moins dangereux. La deuxième grande dimension, c'est la personne elle-même et son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit. Ce qui recoupe son âge, son sexe, sa personnalité, sa condition physique, son état de fatigue, son consentement. Est-ce qu'il y a eu soumission chimique? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un a mis une substance à notre insu dans notre verre? Le fait de ne pas savoir que l'on a pris une substance va avoir une grande influence sur la forme de l'expérience? Ou est-ce qu'il y a vulnérabilité chimique, c'est-à-dire quand la capacité de discernement est altérée suite à une prise de substance, même si elle était volontaire? Quelles sont les intentions de la personne? Utiliser les substances pour s'amuser, être créatif, se soigner, partager quelque chose, fuir une réalité insupportable, expérimenter, faire comme les autres, faire chez ses parents, travailler sur soi, avoir des expériences spirituelles, tout ça génère des expériences différentes. De la même manière, on peut subir son addiction et en souffrir, ou alors vivre son addiction et savoir la gérer. Cela touche aussi aux caractéristiques psychologiques, aux antécédents psychiatriques de la personne. Certaines substances peuvent aider à traiter certains troubles ou au contraire aggraver le problème. Et enfin, la troisième dimension, c'est le contexte, le setting, c'est-à-dire l'environnement où se joue l'expérience. C'est un lieu. Est-ce que c'est une rave party, un cabinet de psychothérapeute, une soirée entre amis, seul dans son lit? C'est aussi l'accompagnement. Est-on seul, avec son compagnon ou sa compagne, avec des personnes amicales, avec des personnes moins amicales? C'est aussi une temporalité. Est-ce que ça va durer toute une journée? Est-ce que c'est en même temps qu'une autre activité? Et puis c'est une fréquence. Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est occasionnel? Est-ce que c'est régulier? Et puis c'est aussi une politique, le setting, l'environnement. Ce n'est pas la même expérience si la substance que l'on consomme est légale ou non. Ça ne génère pas les mêmes émotions, les mêmes craintes, les mêmes excitations. Et puis évidemment, c'est une culture. Est-ce une substance avec une bonne ou une mauvaise réputation dans le milieu dans lequel on vit? Avec quels a priori, avec quel imaginaire aborde-t-on la substance? Pour conclure, j'espère que cette vidéo aura réussi à vous convaincre que la plupart des clichés qui peuplent l'imaginaire autour des drogues sont des caricatures qui 1. Ternissent l'image des usagers et usagères et 2. Participent à mettre leur vie en danger. Les drogues ne sont pas des substances pures, des poisons qui à eux seuls suffisent à détruire des vies. Ce sont des pratiques qui engagent tout un contexte psychologique, social et culturel. Ce sont des clés chimiques qui donnent accès à des pièces de l'esprit qui resteraient inconnues sans elles. On peut comprendre que des individus aient envie d'aller visiter, voire de s'installer dans ces pièces. Ce qu'il faut, c'est un encadrement suffisant pour accompagner cette exploration en minimisant les risques. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. À bientôt et en attendant, soyez prudents.